Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous m'entendez bien? Super, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, on va partir cette conférence-là. Merci pour la présentation. Ce que je vous propose pour cet après-midi de regarder ensemble, c'est, on va y aller en plusieurs chapitres. On va regarder la situation de l'établissement en 2025, les parcours d'établissement, je pense que c'est ça qui vous intéresse beaucoup. Comment bien se préparer? Merci pour la présentation, monsieur. Je vais juste rajouter que j'ai eu la chance cette année d'enseigner à l'AEC, au Cégep de Victo, en création d'entreprises agricoles. Donc, on va regarder cette dimension-là de préparation. Je vais m'inspirer de ce que j'ai enseigné. Et puis, souvent, on cherche des clés, on cherche des trucs, des recettes. Alors, on va voir s'il y en a ou pas, des recettes, des choses à faire ou à ne pas faire. Et puis, par quoi commencer surtout, parce que des fois, on entend beaucoup de choses, mais on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça vous va comme menu des réjouissances, puisque c'est thématique alimentaire cet après-midi, on y va avec ça? Parfait. Alors, écoutez, je vais tâcher de vous parler de vos réalités, mais écoutez, je ne suis pas de la région, c'est clair, vous connaissez la région mieux que moi. Alors, c'est sûr que je vais vous parler d'un certain nombre de réalités que peut-être vous avez ici, mais aussi d'ailleurs. Alors, pour ce qui est de la situation de l'établissement, j'ai juste une curiosité. Vous, là, vous êtes peut-être des gens qui étaient en train de démarrer, ou qui avaient démarré. Vous vous sentez optimiste à main levée? Je serais curieux de savoir. Qui est-ce qui est optimiste par rapport à l'avenir, à son avenir en agriculture aujourd'hui? Hey, wow! Hey, c'est fantastique avec tout ce qui se passe dans ce qu'on entend dans les actualités et tout ça. Mais je suis super contente. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut être optimiste pour réussir dans la vie? Ben, je vous dirais oui. Quand on est des entrepreneurs, parce que vous êtes avant tout des entrepreneurs, c'est important d'être optimiste, mais ce que je vous dirais, puis là, c'est l'agroéconomiste qui vous parle, c'est la conseillère en gestion. La gestion, c'est le fun, ça. Ben, ce qui est important, surtout, c'est oui, il faut être optimiste, il faut avoir des lunettes un peu roses, mais il faut surtout être réaliste, toujours en arrière de ces lunettes. Alors, pour être réaliste, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques chiffres ou que vous sachiez où les trouver, parce qu'en 40 minutes, là, je ne vais pas vous faire un exposé détaillé, mais je pense que la première notion importante, quand on part un projet ou quand on reprend une entreprise, c'est qu'on est souvent convaincu de notre projet. L'entreprise, c'est ce qui nous tient à cœur, mais une entreprise, elle est dans un environnement. Et l'environnement, il a plusieurs composantes. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce schéma-là? Les pestels, vous avez appris ça? C'est ça, c'est beau, pestel, pastel, c'est ça. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que dans tous les cas, on va avoir un environnement politique, économique, technologique aussi. Et là, il faut que vous sachiez où vous mettez les clés, les pieds, les clés aussi. Alors, écoutez, comment ça va au Bas-Saint-Laurent? Mais pour les gens qui chercheraient de l'information, sachez que Desjardins produit régulièrement des fiches régionales où est-ce qu'il y a des statistiques, parce que quand vous avez une ferme, vous avez souvent des consommateurs qui sont de la région. Donc, c'est important de comprendre quelle est la dynamique économique de la région. Ce que nous aide, c'est sûr que des documents, ça sort toujours avec un peu de retard. Fait que ça date de 2024. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'au Bas-Saint-Laurent, comme pour le reste, on a un certain nombre de défis avec l'inflation, avec la pénurie de main-d'œuvre, je ne vous apprends rien, mais que l'accroissement démographique de votre région, ça, c'est un atout. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi? On le voit des fois, on ne le voit pas comme ça, mais c'est toujours, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est toujours prendre un pas de recul. On a une perception, mais que disent les statistiques? Et vous avez pour ça les statistiques du Québec. Donc, oui, il y a des défis, mais il y a des avantages. C'est attractif, votre région. Vous avez aussi le portrait de l'industrie bioalimentaire du Québec. Est-ce que vous connaissez cette publication? Ça vous dit quelque chose? C'est un gros document comme ça, en tout cas en ligne. Et ce qui, des fois, est intéressant de se rappeler, c'est, au fait, on est combien dans la région? Fait que vous voyez, pas loin de 2000 entreprises agricoles, 643 000 hectares exploités, 52%
la part de la zone agricole. Fait que des fois, c'est bien quand même de se péter les bretelles, de se dire on représente combien de milliers de dollars. Fait que quand vous cherchez de l'information, allez voir ça. Et puis aussi, selon les secteurs d'activité où vous êtes, ben là, c'est comme ça que ça se répartit, à peu près la moitié en lait. C'est ça qui vous parle dans votre région. Donc, vous voyez que c'est toujours intéressant. Puis, voyez, est-ce qu'il y a des gens qui ont des kiosques à la ferme parmi vous? Oui, vous en avez? Moi, j'ai quand même été frappée de voir kiosque à la ferme 226, kiosque hors ferme 239. Il y en a-tu beaucoup? Il y en a-tu pas beaucoup? Ça aide à savoir dans quel environnement vous êtes. Fait qu'il y a des gens qui travaillent fort au MAPAC, qui vous publient ces chiffres-là, et ça vous donne une bonne idée de combien il y en a. Ça va mettre des choses rationnelles. Ça va? Donc, ce qu'on nous dit sur votre région, c'est que vous avez un certain nombre d'atouts, puis ce qui ressort beaucoup, je trouve, bon, il y a des défis au niveau des types des sols, mais globalement, ça reste abordable, en tout cas plus qu'ailleurs. On parle souvent de l'écosystème ici au Bas-Saint-Laurent qui est très fort, où est-ce que vous avez des gens qui sont bien soudés, qui vous soutiennent. C'est ce qu'on a vu dans la présentation aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de défis. Donc, le défi de maintenir une agriculture diversifiée, le défi des filières émergentes. Est-ce qu'il y a des gens en filière émergente ici? OK. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est ça. Des fois, l'émergence, ça naît puis ça retombe. Fait que souvent, c'est un défi et c'est nommé. Comment on les structure? Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Fait que la masse critique. Fait que oui, il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités. Peut-être que vous avez entendu parler de ce rapport-là. Il est publié en novembre 2024 et on nous parle de l'évolution des modèles agricoles. Puis je pense que c'est une réalité que vous vivez, à savoir que ce qu'on voit, puis c'est un rapport qui parle de la réalité en général, de ce qui se passe en agricole, mais ça prend l'exemple de la MRC de la Métis. Ce que nous montrent les graphiques ici, c'est qu'il y a un certain nombre de productions qui diminuent, notamment la production laitière, dans le nombre d'exploitations ici sur 10 ans, c'est quand même assez net. Et la disparition des quotas laitiers ici, donc les ventes plus fortes que les achats. Donc une baisse de la production laitière globalement ici, avec le fait que c'est beaucoup une concentration, on va dire, des terres avec des groupes avec plus une vocation financière, donc des terres moins abordables, moins de dynamique locale. C'est des choses que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, je crois. Ça va? Fait que c'est sûr que ce qu'on craint, c'est la dévitalisation, qu'il y ait moins de vie, que ça soit moins accessible. Et bon, il y a toutes sortes de recommandations par rapport à ça pour mieux gérer tout ça. Donc, ce que je veux vous dire, on remet nos lunettes roses, là, quand je vous ai dit est-ce qu'il faut être optimiste, c'est sûr que vous avez un certain nombre de partenaires ici. Vous avez l'exemple de la SADC qui fournit, qui propose des fonds pour soutenir les PME du Bas-Saint-Laurent. Et est-ce qu'on est mieux outillé ici ou ailleurs par rapport aux tarifs? Il y a quelques jours, un article sur Radio-Canada qui identifie qu'a priori, le Bas-Saint-Laurent est moins exposé que d'autres régions. Fait qu'on on va le prendre. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en agrotourisme parmi vous? Est-ce qu'il y a de l'agrotourisme? Ah, merci, madame. OK. Je voulais simplement vous nommer que quand on travaille et qu'on a une composante agrotouristique, c'est toujours intéressant de voir les tendances globales. Je ne vais pas m'étendre s'il y a peu de gens là-dessus, mais l'agrotourisme, là aussi, vous avez des publications régulières qui vous montrent un petit peu comment consomment les touristes et comment est-ce que, ce qui était nommé là, c'est que, vous voyez qu'au niveau des activités agrotouristiques, il y avait quand même une baisse. Je ne sais pas, madame, si vous l'avez vu, mais en proportion, là, c'était moins dans le top 7, les activités agrotouristiques. Ce que je veux simplement que vous reteniez à cette étape-là, avant de passer à la suite, c'est qu'un environnement, ça change. Fait que soyez vraiment convaincus que la réalité de dans 10 ans
elle n'aura pas grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc, on garde les yeux ouverts, on ne retient pas tous les chiffres que j'ai dit, là. Je ne vous fais pas une interro à la fin, mais les choses changent, fait garder vos oreilles et vos yeux bien ouverts. Ça va? OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'installe en agriculture? Donc, vous savez, donc, dans la présentation, on vous rappelait que moi, je travaille beaucoup avec les entreprises biologiques, les maraîchers biologiques. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en maraîchage bio ici? Quelques-uns? OK. Ça va? Oui, ça va, super. Il y a quand même eu, je vous dirais, il y a eu un gros boom du secteur biologique dans les 10 dernières années. Il y a eu pas mal une compression dans les 2-3 dernières années avec l'inflation élevée, avec beaucoup de démarrage. Donc, quand il y en a plus qui démarrent, proportionnellement, il y en a plus qui arrêtent aussi. Plus de compétition, on aide les serres, il y a plus de volume, ça compresse un peu. Je ne sais pas nécessairement le détail dans votre région, mais je me suis fait beaucoup poser la question de est-ce qu'on peut encore démarrer quand on est en bio, mais je pense que ça se pose dans d'autres secteurs. On a vu ce qui se passe sur le lait, le prix des terres, les fluctuations économiques. Donc, comme conseiller en gestion, on se fait poser la question, est-ce que les modèles de production sont encore viables? Comment on répond à ces questions-là? Savez-vous y répondre? C'est une réponse d'économiste. OK. Oui, tu as raison, ça dépend. Puis donc, ce que je vais faire, justement, c'est je vais essayer de vous montrer un exemple. On n'a pas 3 heures de cours cet après-midi ensemble, mais je pense que des fois, certains chiffres, même si c'est un exemple ou un cas fictif, c'est pour vous aider à fixer les choses. Puis je vais le faire avec un exemple de légumes, mais ça serait applicable autrement. Fait que je vais prendre votre attention, là, concentrez-vous quelques minutes. Je vais sortir quelques chiffres, on va voir le fil des choses. Là, c'est un exemple de ferme maraîchère qui démarre, mettons, qui est en 2020. Puis vous voyez qu'elle démarre, le maraîcher, c'est de la petite superficie, ça ne prend pas gros d'investissement, mais vous voyez qu'on parle d'un niveau d'investissement de 445 000 terres, bâtiments, c'est un exemple, avec les équipements sur du bio-intensif, va chercher des aides, des primes à l'établissement, met de l'autofinancement, emprunte 315 000. Ça veut dire qu'aux conditions de taux d'intérêt d'emprunt en 2020, ce qu'elle rembourse, c'est 25 000. Bon, ça vient dans ses frais fixes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? En 4 ans, l'inflation, tout a augmenté. Donc ça, l'impact sur 5 ans, ça a été 130% sur le prix de ce que vous avez payé à l'épicerie, mais de ce que vous, comme producteur, les intrants que vous payez, tout ça, vous le payez plus cher aussi. Donc ça, c'est venu bouger beaucoup la structure des revenus et des dépenses des entreprises. Et il y a eu des impacts aussi, vous avez vu l'évolution du prix des terres, la rareté de la main-d'œuvre, les taux d'intérêt. Dans ce tableau bien noir, les connaissances ont beaucoup évolué aussi, les technologies aussi. Et les fermes ont beaucoup amélioré leurs techniques. Donc, si je compare, puis c'est vraiment des extraits, mais voyez que l'impact entre 4 ans, une entreprise qui aurait démarré en 2020, emprunté 315 000, en 2024, ça lui coûte beaucoup plus cher d'acheter. Elle emprunterait beaucoup plus. Ça veut dire que ce qu'elle doit rembourser annuellement, c'est presque le double. C'est la même chose qu'elle fait, elle doit rembourser presque le double. Et dans le résumé ici de ses revenus dépenses, vous voyez que ses revenus ont augmenté parce qu'elle a augmenté ses prix, elle a augmenté ses techniques, elle a eu des meilleurs rendements, mais elle a aussi beaucoup plus de dépenses. On vient rajouter les remboursements d'emprunt. Fait que l'entreprise à qui il restait 35 000 et 19% d'excédent, en 2024,
il lui reste 18 000 et c'est 8% de ce qu'elle avait au départ de revenus. Fait que pourquoi je vous dis ça? Là, vous avez probablement des chiffres différents vous-même. Je ne sais pas, messieurs, dames, là, qui êtes en maraîcher, si ça vous dit quelque chose, ces chiffres-là. Vous avez sûrement d'autres hectares ou quoi. Mais la réalité qui s'est passée au niveau économique, c'est beaucoup ça. Donc, des gens qui se sont retrouvés avec beaucoup plus d'emprunts à payer pour les mêmes actifs, beaucoup moins d'excédents monétaires, beaucoup moins de marge de manœuvre. Qu'est-ce que ça fait ça? Bien, si je n'ai pas levé mes prix, si j'ai moins de clients, si j'ai des problématiques au champ, bien, tout ça, ça s'efface, puis je me retrouve en difficulté financière, puis éventuellement, j'arrête. La traduction, quand je vous disais, ça s'appliquerait, ici, c'est des livres de légumes. S'il y a des gens qui sont en animal ici, peut-être, qui vendent sur des circuits courts, vous allez retrouver ça sur des prix, livres de viande ou quoi. C'est que vous voyez que quand en 2020, on vendait à 2 $ la livre, puis qu'on avait un coût à 1,6, mais en 2024, on vend à 2,27 et ça coûte 2,10. Si je n'ai pas levé mes revenus, ça ne marche pas. Fait que là, je vois des points d'interrogation dans vos yeux. Et je pourrais répondre à vos questions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est, là, vous allez me dire, Anne, tu ne nous parles même pas de transfert. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans la structure de revenus et de coûts d'une entreprise, quand on a un environnement d'affaires qui bouge comme ça, ben, on peut, selon les marges de manœuvre qu'on a, on peut vite se retrouver en difficulté. Il faut comprendre d'où ça vient. Il faut faire le lien entre ce qu'on vous dit et ce que vous voyez au niveau économique, le prix des terres, le prix des intrants, comment ça va faire que votre entreprise, elle peut naître puis elle peut survivre. Ça va? Là, soyez pas déprimés, hein? J'ai personne qui parle. OK. OK. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on achète une entreprise ou quand on fait un transfert, on va venir généralement avoir une dette qui s'ajoute. C'est ça qui se passe. Fait que ça va venir affecter quoi? Ça va venir affecter votre bilan. Ça va venir des fois affecter le travail parce que des fois, les gens d'avant ou les parents, ben, ils étaient payés à un certain prix, mais vous, c'est peut-être pas le même salaire que vous voulez avoir. Et sur l'efficacité de production, ça c'est discutable. Est-ce que c'est plus efficace avec la relève ou moins efficace? Ça, c'est à vous de voir. Mais tout ça, ça va venir bouger avec un transfert de ferme. Combien parmi vous est en transfert présentement? Qui est-ce qui est? OK, c'est ça. C'est plus efficace avant ou après la relève? Tu réponds pas sans ton avocat? À voir, c'est ça. Comprenez-vous le lien entre l'économie et puis la réalité de terrain? C'est que ça va venir bouger vos chiffres, mais au final, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'à la fin, on dégage un profit qui nous permet de vivre? Fait que c'est sûr qu'il faut regarder ces chiffres-là et que la question, si je reviens à ma question du début, c'est est-ce que c'est encore possible de démarrer ou d'acheter une entreprise en 2025? Fait que la réponse à cette question, c'est oui. C'est juste que ça ne se fait plus. C'est comme la réponse de monsieur, ça dépend. C'est pas tant ça dépend, mais c'est différent d'il y a 40 ou 50 ans. Ce qui est important de retenir, c'est que une entreprise, c'est une opportunité d'affaires, d'accord? C'est une opportunité que vous prenez vous. Et aujourd'hui, elles sont différentes, elles sont variées, elles sont beaucoup plus variées qu'il y a 50 ans. Et là, vous en avez des exemples. Donc, maintenant, quand on veut une ferme, ben oui, on peut l'acheter, c'est l'acquisition. Mais il y a aussi la location qui est beaucoup plus répandue, la reprise ou s'associer avec des gens, où il y a aussi d'autres façons d'accéder à des ressources. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'économie, là, c'est un peu l'image de cette balance. C'est un peu comme quand vous mettez quelque chose sur Kijiji, là, ça prend quelqu'un qui va prendre votre prix. Fait que pour que la transaction se fasse, ça prend un acheteur puis un vendeur.
Mais en agricole, il y a des gens qui vendent, puis vous êtes acheteur. Fait qu'il faut juste trouver la bonne balance, puis en général, les banquiers puis les professionnels autour vont aider au mécanisme. Mais ce qu'il faut, c'est trouver l'offre qui va avec votre demande à vous. Donc, je reviens aux lunettes roses de tantôt, là. Ce qui est important, oui, il faut être optimiste. Il en existe des solutions, il faut trouver celle qui va avec vous. Donc, oups, c'est allé un petit peu vite. Fait que quand je vous disais au niveau des façons de s'installer, de s'établir, bien, c'est sûr qu'il y a l'acquisition, j'achète ou je transfère, mais peut-être que vous avez d'autres opportunités. Ça, ce sont des photos, ça vient de l'Anaudière, fait que ce n'est pas nécessairement les mêmes opportunités, mais ça peut vous donner des idées. Par exemple, il y a des gens qui vont réutiliser des complexes de sœurs, ils vont changer l'utilisation dans la sœur, mais ils vont réutiliser des actifs, fait que ça va coûter moins cher que de partir de zéro. Acheter des terres, acheter un boisé ou accéder à un boisé. Aller sur une entreprise agricole, puis je vais profiter de son bâtiment ou je vais profiter d'une partie de son entreprise. Donc ça, c'est une autre façon d'entreprendre. S'associer, travailler comme employé avec quelqu'un, puis je vais devenir ensuite un partenaire avec lui. Je peux louer un bâtiment, il y a des gens qui vont louer des plantations pour ensuite produire des choses, des projets de ruches. Voilà. Fait qu'il y a quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même beaucoup plus de façons répandues aujourd'hui de s'installer. Ça concerne les actifs. Vous voyez que c'est beaucoup en lien avec les actifs productifs. Puis maintenant, il y a deux autres aspects aussi qui font que vous avez plusieurs façons de démarrer. Donc, il y a d'autres modèles agricoles. Le modèle change, mais il y en a d'autres qui se mettent en place. Donc, il y a notamment les modèles coopératifs. Est-ce qu'il y a des gens en coopératif ici? Je pense qu'on va avoir une conférence aussi cet après-midi, c'est ça? Et je pense que, Catherine, est-ce que les gens étaient venus du CQCM faire une présentation? Non? Non? OK, bon. Mais sachez que vous avez un rapport qui décrit les modèles d'économie sociale, le détail de tout ça, paru par le Conseil québécois de la coopération. Fait que c'est même documenté. Donc, les fermes coopératives, monsieur en fait partie, je travaille avec plusieurs. Si vous connaissez la ferme aux petits oignons, ça vous dit quelque chose? Parmi comme les fermes modèles des 10 dernières années sont rendues coop de solidarité. La coop Charrette ici, en Mauricie. Donc, les coopératives, il y en a beaucoup en agriculture. Il y a différentes formes. Il y a les coopératives de travailleurs entre eux, les coopératives de solidarité, où il y a à la fois des utilisateurs et des travailleurs. Ça fonctionne bien. Pourquoi? Puis, Madame la Présidente disait tantôt, c'est un beau métier, mais des fois, on travaille beaucoup. Là, c'est un défi, le travail, dans tous les secteurs de l'agriculture. Fait que quand on vient s'organiser en coop, souvent, on vient mieux répartir le travail. C'est ça qui est reconnu pour les coops. Donc, vous allez souvent tirer des avantages au niveau humain, organisationnel, en s'organisant en coopérative. Souvent, c'est aussi des entreprises qui sont très bien implantées dans leur milieu. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une coopérative, même si des gens s'en vont, il y en a d'autres qui vont rentrer. Fait que ça fait que l'entreprise, elle va toujours vivre, elle va garder une certaine pérennité. Oups, je passe un peu, mais il y a aussi un certain nombre de défis, peut-être qu'on en parlera après. Et fait que là, je vous ai parlé de comment est-ce que, en gérant différemment l'humain, ça vient jouer. Par rapport au coût de la terre, je pense qu'on a aussi un intervenant cet après-midi de Fonds d'Action, je crois, c'est ça? C'est ça. Fait que c'est sûr que par rapport au fait que la terre coûte très cher, c'est très difficile à rentabiliser. Vous l'avez vu dans l'exemple de l'équation tantôt. Mais aujourd'hui, il y a des organismes comme Fonds d'Action, comme Protecteurs, qui vont comme
aider à la mise en place de fiducie. Qu'est-ce que ça fait la fiducie? On retire la terre du marché, on la rend disponible, mais au lieu que ce soit de la location court terme, qu'on ne sait pas si on va l'avoir longtemps, pas longtemps, bien, ça vous donne une pérennité pour travailler là-dessus. Autrement dit, il y a quand même un coût à payer, mais c'est une forme d'accès à la terre qui est différente. Est-ce que vous connaissez ça, les FISA? Les FISA? Oui. En tout cas. Ça fait partie aussi des solutions qui peuvent être considérées. Moi, j'en entends parler en ce moment 1 fois par mois pour des gens qui ont des projets avec ça. Fait que c'est moins marginal que ça a été. Ça va? Fait qu'on s'entend que c'est quelque chose avec plusieurs dimensions quand on a un projet. Il y a une dimension, la terre, les actifs, il y a l'aspect financier, puis il y a l'aspect humain. Monsieur disait tantôt, est-ce qu'on va être plus efficace, moins efficace avec la relève? Ça dépend. Ouais, souvent, il faut beaucoup se parler de comment on travaille, comment on décide. Ça va? Est-ce que je suis dans mes temps, Catherine? Ça va? Parfait, merci. Bon, fait que comment est-ce qu'on fait pour bien se préparer? Alors, moi, ça, je peux vous en parler, mais je serais curieuse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ou est-ce que c'est facile de bien se préparer ou c'est difficile? Ceux qui pensent que c'est facile. Oh. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Je suis juste curieuse. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'amorcer un transfert? Soyez pas timide, là. Bon. Oui, vas-y. Merci. Oui. Oui. OK. Oui. OK. Bien, merci. Merci du témoignage. Puis, tu sais, j'ai l'air de faire des blagues parce que, comme on l'a dit, il faut être optimiste pour avancer. Mais tu as tout à fait raison. Puis, je vous ai dit, je veux vous présenter quelques facteurs clés ou quoi, mais comme je viens de vous le montrer, c'est souvent un défi à plusieurs dimensions. Puis, oui, il y a des défis. Puis, je te remercie de partager cet élément-là. Puis, je pense que c'est un message important que tu envoies aux intervenants, tu sais. Donc, bien humblement, je vais vous donner quelques éléments. Merci du témoignage. Puis, si d'autres, vous voulez intervenir, là, c'est important que aussi, quand on prend une entreprise, il faut prendre sa place. Fait qu'hésitez pas assez à lever la main ou quoi. Donc, bien humblement, là, je vous partage un petit peu de moi ce que je crois qui est important quand on est une relève pour se préparer. Première chose, je vous dirais que une entreprise, là, c'est une entreprise, c'est pas juste soi-même, mais c'est quand même vous, les entrepreneurs. Donc, l'entreprise, pour que vous ayez le goût de vous lever tous les matins, il faut que vous ayez bien réfléchi à vous, vos objectifs personnels. Il y a des objectifs professionnels, il y a des objectifs dans l'entreprise, mais c'est quoi, moi, mon développement personnel? Où je veux aller dans la vie? Puis, ça s'appelle le plan de développement personnel. Je vous en dis un mot un petit peu plus loin après. Donc, oui, on a un projet d'entreprise, mais avant tout, c'est soi-même. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, quand on a parlé de l'environnement tout à l'heure, je vous ai dit, il faut que vous ayez des yeux puis des oreilles ouverts. Fait qu'il y a ce que vous allez voir, mais pour gagner du temps, parce qu'un entrepreneur, ça manque toujours de temps, bien, il faut absolument que vous ayez un beau réseau de contacts et d'informations qui va vous aider à avoir la bonne information, la bonne vision au bon moment. Donc, ça, c'est la deuxième composante. Puis la troisième composante, j'entends votre message qu'on n'est pas toujours préparé. Bien, c'est sûr que la meilleure façon de se préparer, puis vous avez vu notre gouvernement quand on parlait des tarifs et tout ça, il disait, ben, OK, on va faire des scénarios, on va planifier. Fait on ne sait pas ce qui s'en vient, mais on va essayer de l'écrire sur papier. Fait qu'on va essayer de planifier notre projet. Fait qu'on va rédiger notre plan d'affaires.
Qui est-ce qui a un plan d'affaires ici? Pas si mal. Avez-vous du plaisir à faire ça? Oui? OK, on en reparle. Moi, je travaille avec des gens, j'en fais 20-25 par an. J'adore ça. Fait que ma job, c'est de vous aider à les faire ou à mieux les faire. Fait que c'est sûr que c'est un papier, mais il faut que ça vous ressemble. Fait qu'on y vient tout de suite. Donc, première des choses que je vous disais, c'est oui, c'est un projet d'entreprise, mais d'abord, quels sont vos objectifs personnels? Fait que c'est sûr que vous, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même. D'accord? Il faut que vous ayez comme fait le point sur où est-ce que vous voulez vous en aller, c'est quoi vos éléments, d'où vous venez, vos objectifs de vie, comment ça se concilie avec votre famille, etc. Puis, il y a un graphique que j'aime bien montrer, c'est la notion de sphère de vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est que dans la vie, il y a ce pourquoi on est payé, il y a ce dont le monde a besoin, souvent c'est là qu'on a une vocation, et puis ce pourquoi on est doué, ou des fois ça va être une passion, vous êtes doué pour la guitare, mais ce n'est pas nécessairement votre métier, puis vous n'en vivez pas. Fait qu'on a tous des sphères comme ça, et puis notre projet d'entreprise agricole, il va couvrir une partie, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Puis il n'y a pas tout qui va en même temps. Fait que c'est quoi moi mes sphères à moi? Puis mon projet agricole, il est où là-dedans? Fait que je pense que ça, c'est un élément qui est vraiment important. C'est d'avoir fait le point sur moi, mes objectifs personnels sont où, puis mes objectifs professionnels, ils sont où là-dedans? Fait que ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est mon réseau de contacts. Comment je sais ce que je dois faire, comment j'ai le bon professionnel, l'agronome, le notaire, cherche telle information marketing ou quoi. Bon, là, vous avez beaucoup de ressources au niveau du MAPAC, au niveau du réseau Agri-Conseil. Ces gens-là, leur travail, c'est de vous orienter. Donc, il y a des répertoires. Il me reste 10 minutes, merci. Donc, allez donc chercher ces ressources-là. Ça va vous faire sauver beaucoup de temps. Vous voyez que sur le site du MAPAC, il y a vraiment un travail qui a été fait pour vous guider dans les étapes de reprise ou de démarrage. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, parfait. Fait qu'on passe. Si vous les connaissez, c'est merveilleux. Réseau Agri-Conseil, Corinne va tout vous expliquer ça. Il y a beaucoup d'aides. En général, elles sont sous-utilisées. Je ne me trompe pas. Fait que des fois, on se dit qu'on n'a pas assez d'argent. Là, il y a des subventions pour avoir des gens compétents pour vous aider. Allez les chercher. Donc, si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que ça fait, allez vous renseigner auprès d'Agri-Conseil. Et c'est sûr qu'il y a plein de programmes. Donc, je reviens dessus après. Ce qui est important, là, je ne sais pas parmi vous si vous vous trouvez bon en communication ou quoi, un entrepreneur, là, il faut qu'il se fasse comprendre de ses employés, de ses partenaires, de ses banquiers. Donc, faites attention, il n'y a pas seulement ce que vous croyez, ce que vous pensez, il y a comment vous le dites. Fait que vous gardez toujours ça en tête, que c'est important d'avoir une bonne communication. Et je termine là-dessus avec la planification de votre projet. Donc, pour les gens qui ont des plans d'affaires, vous savez de quoi je parle. C'est sûr qu'une entreprise, il y a de l'administratif à faire, il y a du légal. Ensuite, on fait tous nos plans détaillés et on fait ça avec des budgets après. Je passe un petit peu vite, mais ça, c'est pour vous illustrer que quand vous disiez c'est pas très facile de démarrer, vous voyez que c'est pas tout à fait, c'est pas un labyrinthe, mais c'est pas une ligne droite de démarrer. Donc, je vous ai mis le petit graphique là parce que ça récapitule les étapes, mais elles ne se font pas toujours toutes dans le même ordre. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'un plan d'affaires, vous vous souvenez au début, je vous ai montré l'environnement, le pestel que vous connaissez, là, le 360 degrés. Dans votre plan d'affaires, on doit aussi avoir un 360 degrés. Votre plan d'affaires, on doit comprendre à qui vous vendez, comment vous fonctionnez au niveau des RH, comment vous opérez. Donc, tous ces éléments-là, s'il manque un morceau, c'est là où vous avez une chance de vous planter. Donc, un plan d'affaires, c'est aussi un 360 degrés. Donc, ça, c'est la chose importante. Puis,
Monsieur répétait encore, des fois on n'est pas préparé au transfert, mais même rien qu'une entreprise en soi, même sans transfert en jeu humain ou quoi, c'est vraiment important que tous les éléments de ressources soient bien faits. Fait que je ne m'étends pas trop, mais souvent, pour s'assurer qu'on a qu'on a pensé à tout, on essaye de le résumer sur une page, de décrire nos ressources, nos ventes, nos actifs. Voilà les principaux, puis voilà comment ça va se passer au cours des 5 prochaines années. Fait que ça nous donne une vision d'ensemble. Ça s'appelle un plan de développement 5 ans. On essaye de mettre les idées principales. Ça va vous aider à vous comprendre, puis à ce que les autres vous comprennent. Donc, je termine avec la bonne recette. On va voir si ça se fait. C'est sûr que pour démarrer, pour reprendre une entreprise, il y a une chose qu'on ne change pas en agriculture, c'est le lieu où on est. Plus difficilement, mettons. Donc, l'endroit, le lieu, c'est écrit 3 fois parce que l'endroit où vous êtes, les opérations, comment elles sont disposées, comment par rapport à vos clients, choisissez-le bien. Si vous cherchez une terre ou si vous cherchez un partenaire, ça va avoir une influence déterminante et ça ne bouge pas. Fait que ça, c'est un facteur essentiel. Deuxième facteur, oui, il faut être tenace, je ne vous l'apprends pas. Quand on fait des projets, culture émergente et tout, on y va quand même, on fait des tests. Et puis, on travaille en équipe. Ça, je ne vous l'apprends pas non plus. Je pense que souvent, vous êtes des générations où on travaille bien en équipe. Puis celle-là, je l'aime assez, là, prévoir l'imprévu, là. Parce que c'est sûr que l'imprévu, il y en arrive toujours, mais je suis sûre que quelque part, on est capable d'y penser, là. Le scénario le pire, là. D'accord? Fait que même si ça peut avoir l'air fou, mais c'est vraiment ça en affaires. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Je vous donne quelques éléments rapidement sur... Ça, c'est des éléments très généraux que je vous ai dit. Ça, c'est des éléments un peu plus spécifiques pour des gens en circuit court, maraîcher bio, mais c'est valable aussi pour d'autres types de circuits locaux. C'est sûr que d'être 2 personnes impliquées en gestion, c'est super important. Tout seul, c'est très, très lourd à porter. Donc, direction de l'entreprise, 2 personnes préférablement, que vous ayez une expérience tangible en mise en marché. Si vous vendez local, là, il faut que vous sachiez faire de la mise en marché. Juste la production, ça ne suffit pas. Formation professionnelle, collégiale, expérience de terrain, au moins une saison. C'est très difficile sans faire ça. Et je vous dirais que accès à des ressources financières avec des revenus d'emploi extérieurs, apports personnels ou familiaux, partir de rien aujourd'hui, c'est extrêmement difficile comme de fait. Donc, ça, c'est important à considérer, que vous soyez tourné vers les ressources professionnelles et que vous ayez extrêmement bien fait votre étude de marché. On est dans une période extrêmement compétitive, là. J'entendais ce matin que le marché s'est un petit peu ouvert parce qu'il y a eu des départs, mais globalement, c'est compétitif le marché. Donc, c'est sûr que un plan de mise en marché concret, là, pas des belles phrases, là, c'est très important. Aller chercher tous les programmes, toutes les subventions d'aide. Je termine avec les erreurs à éviter. Madame la Présidente le disait, je pense que c'est souvent des passionnés en agriculture, on aime ce qu'on fait, il y a plein d'atouts. Vous ne pouvez pas penser juste avec votre cœur. Même si vous êtes passionné, vous êtes des gens d'affaires, vous devez être des entrepreneurs. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément plate, mais il faut savoir compter puis il faut être rationnel. Donc, penser uniquement avec son cœur, ça ne marche pas. Si vous faites un projet très compliqué, plein de légumes, plein de transformations, plein de clients, oui, des fois, il faut faire plusieurs choses, là, mais si vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer clairement votre projet, comment vous pensez, ou à l'écrire, comment vous pensez que vous allez l'opérer? Fait que trop de complexité, c'est un gros risque pour les entreprises, surtout si c'est tout petit. Croire que les choses ne changent pas. Je pense qu'on n'a pas de démonstration à faire, pandémie, Ça change plus vite qu'on ne croit. Et agir dans l'urgence, c'est un vœu pieux, là, mais c'est sûr qu'autant que possible, éviter, ne serait-ce qu'au moment de rédiger votre plan d'affaires,
de signer un acte d'achat, de signer votre convention. On s'assoit, on réfléchit, c'est des décisions importantes. Donc, oui, on a tous le défi du temps, mais il faut l'anticiper. Il faut que vous le décidiez pour le faire. Donc, ça, c'est les cas particuliers un petit peu pour les maraîchers bio, mais c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont à surveiller quand on est à petite échelle. C'est le revenu par unité de superficie, la charge de travail, le niveau des coûts fixes. Trop de diversification, c'est un risque. Et rester à l'écoute de l'environnement, rester à l'écoute du client. Fait que, je pense que j'ai expiré mon temps. Il me reste 3 minutes. Oh, j'ai quand même le temps de faire cette dernière partie. Ça va tout le monde? Personne n'est découragé? Bon, parfait. Par où on commence? Par où on commence? Par où je finis? Moi, je vous dirais que je vous ai dit, comprenez votre environnement. Là, on ne vous dit pas d'aller lire des heures, puis ce qui est important comme entrepreneur, c'est l'information que j'ai là. Comment est-ce que c'est un risque pour mon entreprise ou comment c'est une opportunité? Plus, moins, ça veut dire quoi? Fait que traduire votre environnement en niveau de risque, en type de risque, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mon entreprise? Donc oui, je comprends mon environnement, mais j'en fais une information concrète. Il y a des choses qui ne vous concernent peut-être pas du tout. Quelle est votre concurrence? Donc, j'identifie mes concurrents. Quand je dis un plan de mise en marché, c'est quoi mes concurrents? Okay? C'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a ceux qui font exactement la même chose ou des produits de substitution. Donc, on identifie nos concurrents. Troisième chose importante, votre projet, on veut voir où est-ce que vous vous en allez. Donc, c'est quoi votre direction? Si vous avez bien fait votre travail de vos objectifs, à quoi vous voulez répondre, on doit comprendre votre mission, on doit comprendre votre valeur et on doit comprendre vos objectifs. On vous le dit souvent, mais on doit bien le comprendre, puis ça doit être pas juste des mots sur un papier. Et ça doit se traduire, ce qu'on vient de dire là, c'est comme un peu votre plan d'affaires, c'est comme un squelette, là, mais ce n'est pas vivant, là. Fait que ce qui est important pour que votre plan d'affaires y vive, là, c'est que vous y mettiez de la vie, il faut que vous mettiez des organes, que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne? Bien, on doit comprendre. Puis les rouages, là, c'est quoi votre plan de production? Comment ça fonctionne, vos légumes ou vos animaux dans l'étable? Comment ça va fonctionner, ça? Comment je vais le vendre? Fait qu'on doit comprendre la mécanique de votre projet. Fait que il faut qu'on le voit vivre, puis que vous sachiez comment ça va vivre, cette chose-là, en utilisant vos ressources. Et c'est sûr que quand on a fait tout ça, bien, on met ça dans des beaux tableaux de prévision financière. C'est ça qui va nous dire si ça arrive ou pas. Alors, ça conclut ce que je voulais vous dire. Quand vous aurez fait tout ça, vous le résumez sur une belle page. Et je vous souhaite un très bon succès. Je vous remercie de votre écoute attentive. Je pense qu'on a du temps pour les questions. On a du temps pour les questions, c'est ça? Il reste 2 minutes pour les questions? Oui, c'est bon. Il reste 2 minutes pour les questions. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Notre conférencière. Merci. Et oui, on pourrait y aller peut-être avec 1 ou 2 questions, hein, je pense, Catherine, hein? Oui, 1 ou 2 questions là, pour Anne Lemaitre. Monsieur ici, non? Donc, ça veut dire que tout est clair, que vous avez tout retenu. Ben, je veux juste savoir à ce moment-là, est-ce que vous me permettez? Oui, allez-y. Est-ce que dans ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vous ont surprise? Ou qui vous ont frappé? Vas-y. Ben oui, tu peux y aller, au contraire. Oui. Oui, absolument. Puis c'est fou parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas tant compte. Bien, en tout cas, moi, les entreprises le vivaient, mais c'est juste après, on s'est dit, hey, ça a fait 40%. Fait qu'il faut quand même, c'est ça la difficulté, c'est que des fois, c'est facile de le montrer après, mais il faut que vous soyez, j'allais dire, année après année, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à s'ajuster c'est d'une année sur, OK, on s'informe, on regarde les autres prix, OK, on monte les prix.
On monte les prix de 8 on monte les prix de 5 on s'ajuste. Fait qu'il faut... C'est drôle parce qu'il y avait il y a 2 jours, il y avait les perspectives agroalimentaires. Je ne sais pas si vous avez écouté ça au CRAC. Puis ce qu'il disait, c'est dans le monde où on est aujourd'hui, là, l'évolution de l'économie, c'est très global, là, c'est pas juste pour l'agriculture, mais il disait, les gens qui vont s'en sortir, c'est pas ceux qui font mieux, c'est ceux qui agissent plus vite. C'est quand même frappant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la scrap, là, ça ne marche pas, mais ça veut dire que notre capacité collective à s'adapter, à réagir rapidement, à s'ajuster, parce qu'on est dans un monde qui bouge, elle est déterminante pour votre survie économique. Fait que même, vous savez, même en gestion de l'offre ou quoi, il y a quand même, vous avez des choses à gérer. Donc, c'est quand même important toujours de se libérer du temps pour la veille de qu'est-ce qui se passe, puis s'ajuster soi-même. Merci du commentaire. Donc, quand vous aviez dit tout à l'heure, dans votre diapositive, allais dire acétate, ça trahit mon âge. C'est prévoir l'imprévu, finalement. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, dire réagir rapidement. En fait, c'est un peu ça, c'est être en mesure de rebondir quand l'imprévu se présente. Oui, il y a un peu ça. Merci du commentaire, c'est ça. Effectivement, c'est se garder de la tête hors de l'eau pour quand même pouvoir regarder ce qui se passe, mais s'y être préparé mentalement aussi, effectivement. Merci. Merci beaucoup, Anne Lemaitre. Une bonne main d'applaudissements. Je vous rends ça. De toute manière, vous restez avec nous, Anne. Oui, des fois, les gens peuvent être gênés à poser des questions, mais tout à l'heure, il y aura une période de réseautage. Donc, on vous a présenté, vous avez vu les kiosques qui sont là. J'aurai la chance de vous les présenter tout à l'heure avant la période de réseautage et avant la pause, mais nos conférenciers seront là aussi là, pour que vous puissiez aller les voir et leur poser peut-être des questions qui sont plus spécifiques. Anne a pris la peine justement de parler un peu brièvement, effleurer le sujet des FUSA là, tout à l'heure. Donc, nos 3 prochains invités, il y en a un entre autres qui va vous permettre d'en savoir davantage sur le sujet. Donc, je vais vous les présenter tous les 3. Ils seront là, ils vont vous présenter essentiellement leur service, ce qu'ils font et aussi vous aurez une période de questions avec eux pour